Ouais les gars, je vais vous montrer encore une vidéo, un rétro. Le président Laurent Gbagbo depuis la CPI qui parle fort. Je vous précise, c'est un rétro. Parce qu'il y a cela, quand vous parlez en français, vous les dites c'est un rétro de la vidéo. Après, il vient vous dire que on a déjà vu la vidéo et tout et tout. Je vous propose, je vous précise encore, c'est un rétro. Le président Laurent Gbagbo, lors de son intervention, essaie d'expliquer comment la France et l'Occident ont imposé Alassane Ouattara à la tête de l'État ivoirien. Qu'est-ce qui s'est passé? Du début à la fin. Écoutez, ce n'est pas un homme comme le président Laurent Gbagbo que vous allez croire que vous allez faire n'importe quoi. Ou alors que vous allez croire que vous allez faire que le monsieur oublie ses convictions politiques. On peut même comprendre tout de suite pourquoi Ouattara a peur du président Laurent Gbagbo. Sinon, s'il n'avait pas peur, comment vous pouvez expliquer que des personnes vous disent Gbagbo n'a rien réalisé en Côte d'Ivoire. Oh, Gbagbo n'a rien foutu. En termes de travail, il n'a rien réalisé. Il jouait seulement la vie. Il aimait l'argent. Il dépensait l'argent des Ivoiriens n'importe comment. Ses ministres volaient. C'était des bandits, des braqueurs. Bon, vous avez tous ces arguments-là contre un seul individu, estimant que vos arguments sont vrais. Mais pourquoi vous avez peur de mettre son nom dans la liste électorale pour l'affronter? Si ce que vous dites est vraiment vrai, pourquoi vous avez peur d'un tel adversaire qui n'a rien foutu, qui n'a rien construit, qui n'avait pas de programme politique, qui n'avait rien à réaliser, qui endettait seulement, qui couchait seulement avec les filles, que ses ministres volaient? C'est-à-dire un président qui n'a rien foutu et qui ne vous fait pas peur. Pourquoi vous venez d'introduire son nom dans la liste électorale? Pourquoi pour Ouattara, le nom du président Laurent Gbagbo est quelque chose d'horrible pour lui sur la liste électorale? Finalement, ce que vous dites n'est pas réellement ce que vous pensez. Si le président Laurent Gbagbo est contre-productif pour les Ivoiriens, mais affronter le président Laurent Gbagbo et garder le président Laurent Gbagbo à la loyale, en fait, c'est facile de démontrer aux gens que le président Laurent Gbagbo n'est pas aimé, que le président Laurent Gbagbo n'a rien foutu, que le président Laurent Gbagbo ne peut pas gagner l'élection crédible en Côte d'Ivoire. Pour ça, il vous suffit juste d'affronter ce dernier aux élections présidentielles. Si vous battez ce monsieur à la loyale, avec les règles de l'art, avec une véritable démocratie, en ce moment-là, nous serons tous d'accord sur le fait que le monsieur a perdu les élections, que vous avez gagné les élections et qu'il n'a jamais gagné les élections et que les Ivoiriens ont tourné le dos à ce monsieur. Mais si vous refusez, si vous ne voulez aucun adversaire à la trame du président Laurent Gbagbo, c'est parce que vous savez intérieurement que si vous l'avez affronté, vous allez perdre. Parce que vous n'avez pas gagné hier. Hier, ce sont vos amis occidentaux qui vous ont imposé. Et ceci par la force des armes. Aujourd'hui, si vous êtes sûr à 100% que vous pouvez gagner sans les armes, allez donc remettre son nom dans la liste électorale et affronter ce monsieur à la loyale, gagner ce monsieur pour que même nous, qui apportons notre soutien à ce monsieur, nous n'ayons plus de quoi à dire. Mais si vous n'êtes pas capable de faire ça, arrêtez donc de dire que vous avez gagné ce monsieur et qu'il n'a pas de programme. Parce qu'en réalité, c'est vous qui n'avez pas de programme. Face à son programme, votre programme est nul et de nul effet. La team, écoutez ce président Laurent Gbagbo et on se voit pour une prochaine vidéo. Arrêté le 11 avril 2011 sous les bombes françaises. La résidence du président de la République a été bombardée du 31 mars au 11 avril. Et c'est dans ces décombres-là, le 11 avril, pendant qu'on bombardait la résidence qui était déjà à terre, nous on s'est cachés dans les trous de la résidence et une cinquantaine de chars français encerclaient la résidence pendant que les hélicoptères bombardaient. C'est dans ces conditions-là que j'ai été arrêté. J'ai vu devant moi mourir mon ministre de l'Intérieur, Tagro. J'ai vu mon fils aîné qui est encore détenu en Côte d'Ivoire. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi on l'a arrêté. C'est peut-être parce qu'il est mon fils. Je l'ai vu battu. J'ai vu mon médecin personnel qui était avec moi, le docteur Blé, qui est encore à Korogo. Je l'ai vu battu, j'ai cru même qu'il allait mourir, mais Dieu merci, il n'est pas mort. Mais Tagro n'a eu moins de chance, le ministre
l'intérieur. C'est dans ces conditions que ça s'est fait. Bon, je ne vais pas continuer parce que on n'est pas dans le procès, mais je veux dire, les conditions de l'arrestation sont celles-là. C'est l'armée française qui a fait le travail. Et elle nous a remis aux forces de Alassane Ouattara qui n'étaient pas encore les forces régulières de Côte d'Ivoire, puisque les forces régulières travaillaient avec moi. On nous a donc amenés à l'hôtel de Golfe, qui était le siège de campagne et le siège d'Alassane Ouattara, le 11 avril. Et le 13, l'ONUCI m'a transféré, enfin nous a transféré moi et mon médecin personnel, nous a transféré à Korogo, à peu près à 600 km au nord de la Côte d'Ivoire. J'étais logé dans une maison. Il y avait un lit, une moustiquaire, une douche, donc la salle, j'avais 2 repas par jour à ma demande, parce qu'on m'avait proposé 3, mais je ne voyais pas le soleil. Je ne savais ce qui se passe dans le ciel que quand il pleuvait sur le toit. Les quelques rares fois où j'ai vu le soleil, que quand mes avocats sont venus, ils sont venus à cause des difficultés. Alors même Maître Altit est allé jusqu'à Korogo, il a fait 2 jours, on l'a empêché de me rencontrer. Et ça a été tout le temps comme ça, une bataille entre les avocats et mes geôliers pour que je puisse voir. Alors c'est pas, je pense que ça ce n'était pas correct. Bon, là aussi je vais m'arrêter parce que c'est pas une séance pour apitoyer les gens, hein. J'essaie de décrire ce qu'il y a à dire. L'enfermement, sans pouvoir marcher, sans pouvoir voir le ciel, sans pouvoir sortir, afin que j'ai eu de nouvelles pathologies, en plus de celles que j'avais déjà. Et je ne suis plus un jeune homme, comme vous le voyez, madame. Je ne suis plus un jeune de 20 ans ni de 30 ans. J'ai aujourd'hui 66 ans. Aujourd'hui, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal à tous les poignets, j'ai mal ici même. Quand je suis arrivé, heureusement, on m'a fait des radios, on me donne des médicaments. Voilà ce que je souhaitais dire. Sur mon transfert à La Haye, madame, moi, je suis toujours surpris par certains comportements. Si on me dit, Gbagbo, tu vas aller à La Haye, je vais dans la ville, je viens à La Haye. Mais là encore, on nous a trompés. On m'a appelé, on me dit que je vais rencontrer un magistrat à Korogo dans le cadre de je ne sais plus quelle affaire. On a attiré mes avocats là-bas. Et pendant qu'on discutait, le juge d'application des peines est arrivé avec un papier que je n'ai d'ailleurs pas lu. Voilà le mandat d'arrêt. Donc immédiatement, il faut qu'on fasse une séance. Ils ont improvisé là, alors que mes avocats n'étaient pas préparés à ça. Alors que moi-même, je n'étais pas préparé à ça. Ils ont improvisé là une séance de jugement pour que la Cour donne son autorisation à mon enfermement. Madame, je ne regrette pas d'être là, je suis là, on va aller jusqu'au bout. Mais je veux dire qu'on peut faire les choses de façon plus normale. On n'a pas besoin de se cacher. On n'a pas besoin de... j'ai dirigé ce pays pendant 10 ans, je n'ai pas fait ça.
je n'ai pas fait ça. Et quand cette séance volée s'est achevée, mon gérant m'a pris dans la voiture pour me ramener à mon lieu de détention. Et puis au moment où je vois qu'on dépasse le lieu de détention, alors je lui dis, mais on a dépassé l'endroit. Il me dit non, on va à l'aéroport parce que l'aéroport n'était pas éclairé. À partir de 18h30, il faut que l'avion s'envole. J'ai dit, je vais où? En avion. Il n'a même pas eu le courage de me dire, vous allez à La Haye. Il me dit, vous allez à Abidjan. Alors j'ai ri, parce qu'il avait compris. Mais c'est comme ça que je suis venu sans rien, avec mon pantalon et ma chemise. Sans rien. Du tout. Donc je signale cela pour que vous puissiez prendre des précautions pour que prochainement, dans d'autres pays, dans d'autres cas, cela ne se répète plus parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça fait croire qu'il y a des gens qui sont de mauvaise volonté, qui n'ont pas envie de comparaître. Si on m'accuse, c'est qu'on a des éléments de preuve pour m'accuser. Donc, je comparais, je vais voir ces éléments de preuve, je vais les confronter à ma vérité, à moi, et puis vous jugerez. Ici, on vit normalement, hein. Ici, il n'y a pas de... Ici, je n'ai pas de problème. Ici, je n'ai pas de problème. Voilà. Voilà, madame.